Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur Canal 3 Bénin. À la une, Louis Vlavonou sur le nouveau site de construction de l'Assemblée nationale du Bénin. Le président du Parlement est allé s'enquérir du niveau d'avancement des travaux d'érection du siège de la représentation nationale après la démolition du projet de construction avorté. Les détails de cette descente dans quelques instants. En marge à la commémoration de la Journée internationale de la femme rurale, l'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin a organisé une conférence de presse sur la campagne nationale de plaidoyer pour l'intensification de la nutrition, ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet Cascade à Cotonou. Et puis la commune de Ouidah abrite du 18 au 22 octobre la deuxième édition du festival dénommé Scène internationale des arts. C'est une rencontre culturelle qui mobilise plusieurs pays francophones et qui vise d'ailleurs la promotion de la danse et du théâtre. Elle est initiée par le Centre culturel de rencontres internationales SI à Ouidah. Eh bien, l'Assemblée nationale du Bénin aura-t-elle bientôt un nouveau siège après la mésaventure d'une première tentative qui s'est soldée par un éléphant blanc avec plus de 22 milliards du contribuable béninois englouti? Un nouveau siège est en chantier sur un autre site depuis mars 2021. Quel est le niveau d'avancement des travaux? Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, accompagné du premier questeur et d'autres membres de son équipe, étaient sur le chantier cette semaine. Le point dans ce reportage. Le président Louis Vlavonou et des membres du bureau sur le chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Ils sont venus constater le niveau d'évolution de ce chantier qui a démarré le 31 mars 2021 et qui devrait, une fois achevé, être un cadre de travail moderne pour les parlementaires béninois. Nous sommes aujourd'hui à une date de fin probable projetée pour les grosses œuvres, qui est le 9 novembre normalement. Mais quelques difficultés ont fait qu'on va devoir prolonger. Mais comme vous l'avez vu, les travaux de grosses œuvres sont finis à presque 100%, 98%. Et nous avons eu des ressources à hauteur aujourd'hui mobilisées de 20 milliards. Et le total décaissé à ce jour est d'environ 11 milliards. Et nous sommes à un taux d'exécution physique de 70% aujourd'hui. Et le taux d'exécution financier est d'environ 69%. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, est pour le moins satisfait de l'évolution des travaux, mais exige le respect des délais contractuels. L'institution parlementaire qu'il dirige ne veut plus courir le risque d'avoir un autre éléphant blanc quand il s'agit de la construction de son siège. Aujourd'hui, nous sommes encore à la croisée des chemins, ainsi je le dis, parce qu'il ne faudrait pas que la 9e législature ne puisse pas intégrer ce bâtiment pendant que sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les masses médias, aujourd'hui la démolition du musée de la corruption qui est à la baie lagunaire fait le chou gras de tous les médias. Est-ce que nous allons entendre tout cela? Parce que c'est un défi pour le chef de l'État, c'est un défi pour l'Assemblée nationale qu'avant la fin de la législature et de la mandature du chef de l'État, si nous n'intégrions pas, ce serait comme une grande humiliation. Et justement, parce que nous avons dit que nous n'allons pas laisser des éléphants blancs, quand bien même on aurait construit, ce serait à 70, 80, 90%, tant qu'on n'a pas intégré, on donnerait de l'eau au moulin de ceux qui vont dire après qu'on a quand même dit qu'on n'allait pas laisser des éléphants blancs. Et ça là, c'est quoi? Est-ce qu'on a intégré? C'est pourquoi c'est un défi majeur pour que la 9e intègre et pendant que le chef de l'État aussi est aux affaires. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des élections générales. Et en 2026, toutes les structures étatiques devront être renouvelées. Et si on doit laisser ça
au président qui va succéder à Talon et au président de l'Assemblée nationale qui viendra me succéder, vous voyez que ce serait une honte pour nous tous, et pour Talon, et pour moi-même, si nous n'intégrions pas cet hémicycle-là. Le respect des délais contractuels, Louis Vlavonou et ses collègues y tiennent et d'ici là, ils comptent faire une autre descente pour apprécier une nouvelle fois l'évolution des travaux. Bonne nouvelle pour les préfets des départements qui sont repartis hier avec chacun des véhicules flambant neufs. Le geste vient du ministre de la Décentralisation, un geste qui vise à faciliter la mobilité des équipes préfectorales. Les précisions de Wahab Alikbara. Les problèmes de mobilité des équipes préfectorales sur le terrain trouvent petitement solution à travers cette remise symbolique des clés de ces véhicules flambant neufs. 8 au total pour cette première vague s'inscrivant dans l'exécution progressive du programme d'action du gouvernement, notamment le programme de réhabilitation et d'équipement des préfectures. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous remettre quelques véhicules pour vous appuyer dans votre rôle de tutelle, surtout en matière d'assistance, conseil aux communes, dans le contexte que vous connaissez, marqué par, disons, la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, où les communes sont vraiment sujettes à une période, disons, particulière, compte tenu des acteurs nouveaux introduits par la réforme. Et donc vous serez beaucoup sollicités et dans ce cadre, il vous faut beaucoup plus de moyens et je pense que cela participe à cela. Comme vous savez, c'est l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels, AGLO, qui nous a donné ces équipements, en tout cas qui est chargé de planifier la mise à disposition de ces matériels et de suivre aussi leur entretien et maintenance. Donc en cas de pépin, n'hésitez pas à contacter AGLO pour que la maintenance soit faite dans les règles de l'art. Le geste vient à point faciliter l'accomplissement des missions dévolues aux préfets de nos départements. Pour les bénéficiaires qui s'engagent à en faire bon usage, il s'agit d'un soulagement. Le sentiment qui m'anime et qui anime mes collègues préfets et moi, c'est un sentiment d'enthousiasme. Et je suis très heureuse de recevoir ce matériel roulant qui est mis à notre disposition. Et je pense fortement que cela pourra nous permettre de jouer efficacement notre rôle d'assistance conseil dans les communes. Les problèmes de déplacement sont en train d'être amoindris et c'est le lieu de remercier le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon et tous les membres du gouvernement en général et en particulier le ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale, notre ministre de tutelle, pour avoir mis à notre disposition ou à la disposition de nos préfectures respectives et ce matériel. Nous remercions aussi AGLO pour toutes les diligences qui ont été accomplies. Les préfets bénéficiaires sont repartis avec la promesse d'apporter un plus à ce qui se fait déjà sur leur territoire de compétence. On va rester dans les arcanes de l'administration déconcentrée. 24 heures après commun, le préfet du département du Mono était hier mercredi dans la commune de Bopa dans le cadre de sa tournée statutaire dans les communes relevant de sa compétence. Objet, apprécier la conduite de la politique de développement confiée aux collectivités locales. Narcisse Alossé. Bopa, deuxième étape de la tournée statutaire du préfet du Mono dans les communes relevant de sa juridiction administrative. Et dans une commune réputée pour une grande capacité de mobilisation des ressources, l'autorité préfectorale a été accueillie par un exercice de reddition des comptes du maire qui parle d'un investissement de près de 80 millions de francs CFA en un an. C'est du jamais vu. Réaliser un investissement de 5 millions sur les ressources propres de la commune était presque impossible pour le maire, cumulativement organe exécutif à l'époque.
Mais en un an, nous avons pu réaliser plus de 80 millions d'investissements sur le ressources propres. Cela témoigne, si besoin en est encore, pour ceux qui doutent de la pertinence de la réforme de l'administration communale, que réfléchir avant de passer à l'acte est le seul et l'unique ligne de conduite pour aller à bon port. La commune de Bopa reste donc et demeure un bon élève en termes de mise en œuvre de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Seulement, des problèmes sociaux de base se posent encore ici. Il n'y a pas un seul mètre carré loti dans la commune de Bopa. Des problèmes auxquels l'hôte du jour a promis apporter des solutions. Place a été faite enfin à des communications sur des thématiques telles que le rôle et la responsabilité des acteurs dans le renforcement du système éducatif dans le Mono. Le choix de cette thématique prend corps à travers les résultats que nous avons réussis ces dernières années après les examens. Nous pensons que lorsque nous sommes dans un département qui se positionne comme un pôle d'excellence, il y a encore mieux à faire pour améliorer nos résultats au regard de ceux obtenus des années précédentes. La vulgarisation de la loi portant sur la promotion et la protection des personnes handicapées en République du Bénin et la réforme dans le secteur de l'eau sont venus compléter le catalogue de thématiques retenues dans l'agenda de cette tournée. Un exercice statutaire qui amènera bienvenue Milon et sa suite dans la commune de Hoyokbe le jeudi 19 octobre de l'année 2023 pour le compte de la 3e étape. En marge de la commémoration de la Journée internationale de la femme rurale, l'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin a organisé une conférence de presse sur la campagne nationale de plaidoyer pour l'intensification de la nutrition, ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet Cascade. C'était à Cotonou. La campagne nationale de plaidoyer pour l'intensification de la nutrition au Bénin Campine vise à attirer l'attention des autorités et l'opinion publique nationale ainsi qu'internationale sur les défis liés à la nutrition dans les zones rurales au Bénin. Cette journée internationale des femmes rurales offre donc une plateforme unique pour sensibiliser sur les défis auxquels sont confrontées les femmes rurales et pour plaider en faveur des politiques et des programmes visant à améliorer leur situation. Faire de la nutrition une priorité nationale, c'est le leitmotiv du projet Cascade. Cette initiative sous-régionale financée par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a pour objectif de renforcer l'efficacité des politiques nationales de nutrition des enfants et des femmes en âge de procréer. Le projet Cascade offre ainsi une excellente opportunité que nous saisissons pour contribuer à transformer notre rêve en réalité, parce que la vision de l'Alliance, c'est nous rêvons d'un Bénin où la malnutrition est vaincue grâce à un engagement politique ferme, lequel engagement résulte d'une redevabilité accrue et d'un dialogue politique structuré dans le domaine de la nutrition entre toutes les parties prenantes. Cette conférence de presse donne officiellement le top de la campagne nationale de plaidoyer pour l'intensification de la nutrition au Bénin. Elle couvre une vingtaine de communes et prendra fin en décembre prochain. Dans le département de l'Ouémé, ils sont 20 personnes en situation de handicap auditif et moteur ayant bénéficié d'une formation professionnelle dans le domaine des énergies renouvelables. Cette formation initiée par l'ONG IAX a été sanctionnée par une attestation d'aptitude en métier de technicien des systèmes solaires. La cérémonie de remise de parchemin aux participants s'est déroulée dans la ville capitale, Porto Novo. Suivez le reportage. Après un mois de formation en installation et réparation des systèmes solaires domestiques, 20 personnes en situation de handicap auditif et moteur dans le département de l'Ouémé ont été certifiées aptes au métier de technicien des systèmes solaires. C'est au thème d'un projet
concordée par Khadija Tsegouleti, présidente de l'ONG YACS, et dont la mise en œuvre a été effective grâce au soutien financier de l'UNESCO. Cette initiative, portée par l'ONG YACS, vise l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap et par là leur permettre d'être financièrement autonomes. Nous pouvons être fiers des réalisations exceptionnelles que ce projet a accomplies. Nous avons vu des participants qui au départ doutaient de leur capacité, devenir des techniciens solaires qualifiés, prêts à transformer leur vie et celle des autres. Nous avons vu des sourires rayonnants de fierté sur les visages de ceux qui recevront aujourd'hui leurs attestations, sachant qu'ils ont accompli quelque chose de grand. En regardant vers l'avenir, nous pouvons être rassurés que les graines que nous avons semées continueront à pousser et à porter des fruits. Notre engagement à poursuivre cette mission d'inclusion et de développement durable reste plus fort que jamais. J'ai à remercier ceux qui ont contribué pour que ça aille bien et puis qu'on aille au bout. Et je félicite aussi mes amis d'avoir cru en eux, malgré leur handicap, ils se sont donnés. En plus des attestations de fin de formation, des outils de travail ont été gratuitement offerts aux participants, ce qui va leur permettre d'être immédiatement opérationnels. Aussi, ont-ils eu droit à une sensibilisation sur les mesures prises par le gouvernement pour encourager la création d'entreprises par les personnes en situation de handicap au Bénin. Chères personnes portant un handicap, à présent, vous pouvez créer votre propre entreprise et ceci facilement, car de façon spécifique, les entreprises créées par les personnes handicapées sont exonérées des frais et taxes liés à la formalisation, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances. Heureux de cet accompagnement, les bénéficiaires ont remercié l'ONG YACS et ses partenaires. J'ai participé à cette formation. C'était tellement difficile pour nous, mais on dit vouloir, c'est pouvoir. On s'est donné et puis finalement, vraiment, je les remercie beaucoup pour tout effort qu'ils ont eu à déployer à notre endroit pour nous former, pour que dans la vie active, nous aussi, nous devenons quelqu'un autonome pour ne pas dépendre de nos parents. Par cette formation, Khadija Tsegouleti a une fois de plus prouvé combien l'inclusion socio-professionnelle des couches vulnérables est au cœur des actions de son ONG. Une séance de sensibilisation des élèves des cours moyens s'est tenue à Grand Popo sur la sexualité en milieu scolaire. Il s'agit d'une initiative du ministère des Enseignements maternels et primaires, soutenue par le programme de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous faisons le point de la cérémonie de lancement avec Hugues Vinigué dans son reportage, présenté par Florence Bossa. Prévention de la sexualité en milieu scolaire. Tel est le thème de ce rendez-vous de sensibilisation organisé conjointement par le ministère des Enseignements maternels et primaires et le PLSTP. Pour ces structures, l'objectif est clair, limiter une situation aux allures dramatiques dont les victimes sont les filles. Les statistiques montrent que, ici comme ailleurs dans le Bénin, il y a des enfants comme vous qui tombent grosses, d'autres qui font des rapports sexuels à l'âge de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, et qui s'en sortent avec des maladies et parfois la mort survient. Pour le représentant du ministre des Enseignements maternels et primaires, les questions liées au sexe ne doivent plus être un sujet tabou. Aussi, l'approche systématique de l'éducation impose-t-elle que la sexualité soit à la fois démystifiée, de sorte que les enfants et les jeunes puissent jouir réellement de droit de recevoir des informations mesurées, fiables et complètes dans ce domaine précis. De la sorte, l'éducation à la sexualité devient un moyen efficace pour combattre la violence, les abus et la discrimination et pour promouvoir le respect de la diversité. Au regard de l'importance que revêt pour eux cette séance de sensibilisation, les élèves sont invités à suivre attentivement tous les enseignements qui leur seront donnés. C'est une opportunité pour vous aujourd'hui
que cette importante sensibilisation vienne jusqu'à vous ici à Grand Popo. Soyez donc tous, oui, pour écouter les conseils que vous prodigueront les responsables ici présents afin d'adopter les comportements sains et responsables de votre santé sexuelle et reproductive. Au cours de cette cérémonie de lancement, quelques sketchs portant sur le thème choisi ont été présentés par les apprenants des cours moyens. Une communication sur l'éducation à la santé sexuelle a étoffé cette campagne de sensibilisation. On en est maintenant à cet atelier d'échange sur la prise en compte des normes sociales dans les interventions de changement social et de comportement. Les travaux se sont déroulés aujourd'hui même à Cotonou. Il s'agit d'une rencontre dont les résultats des travaux vont permettre d'intégrer beaucoup plus de normes sociales dans la conception des projets et programmes. On suit les détails. La prise en compte des normes sociales dans les interventions de changement social et de comportement au cœur de cet atelier d'échange, initié par la communauté d'apprentissage sur les normes sociales en Afrique francophone, les Assises de Cotonou renforcent les engagements pris depuis 2017 par le groupe organisé d'intervenants, de chercheurs et de décideurs de plusieurs pays membres de la communauté pratique à renforcer le travail régional sur le changement normatif pour la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Mesdames, Messieurs, notre mobilisation d'aujourd'hui est un devoir. En effet, tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets et programmes savent que les normes sociales influencent fortement les comportements et les résultats. Toutefois, l'intégration des normes sociales dans la conception des projets et programmes reste toujours une équation à résoudre. Ce qui est une norme au Bénin peut ne pas l'être au Mali ou dans un autre pays. Par exemple, il y a des pays, quand très généralement en Afrique de l'Ouest, même si on ne se connaît pas, en passant, on se dit bonjour. Mais tu vas dans l'Occident ou d'autres pays, si on ne se connaît pas, si on dit bonjour, ça fait bizarre. Sinon, on a même un petit problème parce que la personne peut réagir, pourquoi vous me saluez? Donc, pour dire que les normes, ça change vraiment dans l'espace. L'ambassade des Pays-Bas est l'un des partenaires qui soutient la communauté d'apprentissage sur les normes sociales en Afrique francophone. Un engagement une fois encore réaffirmé à la faveur de cet atelier. L'ambassade des Pays-Bas est heureuse d'avoir contribué à l'engagement des leaders religieux dans les activités sur la santé de la reproduction depuis 2013. L'ambassade est également heureuse d'avoir contribué à la mise en place de la plateforme nationale des leaders religieux, toutes confessions confondues, depuis 2017. Reconnaissez que le ministère de la Santé est fortement engagé et prend en compte toute la contribution que les uns et les autres sont en train de déployer parce que c'est un travail qui doit se mener en équipe. 9 pays de l'Afrique francophone sont actuellement membres de la communauté de pratique. Les résultats qui seront issus de ces travaux permettront aux acteurs de la société civile de disposer des outils nécessaires pour la prise en compte des normes sociales dans la conception des projets et programmes. Le comité technique du projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets des changements climatiques a tenu sa deuxième session statutaire au titre de cette année. Il y avait en présence le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et la Pêche et les différentes parties prenantes de la commune de Nati Tengu. On va suivre ici les détails. La deuxième session du comité technique de pilotage du projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques PRECAS a rassemblé toutes les parties prenantes dans la ville de Nati Tengu. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la présentation des performances obtenues en 7 mois d'activité. Cette deuxième session du comité technique qui nous réunit aujourd'hui revêt une grande importance dans le sens où elle permettra de jeter
les bases du dernier trimestre de l'année 2023 et de faire valider le plan de travail de l'année 2024. Le projet vise, entre autres, à atténuer l'impact des activités agricoles sur le climat en favorisant le reboisement, les techniques agroécologiques, la gestion des déchets agricoles et l'utilisation d'énergies renouvelables. Selon les progrès dévoilés au cours de cette réunion statutaire, d'importants efforts ont été déployés depuis le démarrage du projet. Par exemple, le taux d'exécution physique atteint 76% au 30 septembre 2023 pour les actions entreprises pour favoriser l'accès des acteurs institutionnels et des communautés cibles à des renforcements de capacités en matière de stratégie d'adaptation et de résilience face au changement climatique. Après 7 mois de mise en œuvre, les premiers résultats commencent par donner suffisamment espoir que nous pourrons atteindre les objectifs de ce projet, qui sera un projet capable d'impacter significativement la vie des populations pour lesquelles nous sommes en train de travailler. Je voudrais également dire, au nom du représentant résident du PNUD, merci au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour toute l'impulsion, l'accompagnement et l'écoute qui ont permis à ce que nous ayons ces premiers résultats. Le focus est à présent mis sur les perspectives à travers l'adoption du plan de travail du 4e trimestre 2023 et du plan de travail annuel 2024. Des diligences sont en cours. C'est la réalisation des infrastructures, la dynamisation des clusters et les activités de reboisement dans la commune de Manonville. En dehors des activités de sensibilisation et de formation réalisées, des plantations de mélina et d'anacardier ont été établies dans des localités de Djougou, Kopargo et Waké au bénéfice des communautés. Elles ont d'ailleurs été visitées par les membres du comité de pilotage et les partenaires techniques et financiers, à savoir le Royaume de la Belgique et le Programme des Nations Unies pour le développement. Et ce type de visite nous rassure. C'est tout d'abord la bonne collaboration avec les autorités locales. Et je pense que les différentes visites qu'on a eues hier et aujourd'hui, et avec vous notamment, confirment cette bonne collaboration entre l'équipe du projet et les autorités locales. Et ensuite, c'est la mobilisation communautaire. Et là, encore une fois, on a la démonstration de l'implication des communautés dans le projet et tous les bénéfices qu'elles en retirent. Ainsi, d'ici 2025, en plus d'être résilientes face au changement climatique, les communautés agricoles de Djougou, Kopargo, Waké et Malanville verront également leurs revenus augmenter par le biais d'activités génératrices de revenus facilitées par des infrastructures mises en place par le PRICAS. Dans un autre volet de l'actualité, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF célèbre en différé la journée internationale de la fille de cette année à travers une caravane dénommée Wendia et qui a parcouru les villes avec plusieurs autres activités en amont. Tout s'est déroulé au lycée technique Mathieu Bouquet de Parakou. Nous allons suivre ici les précisions. Sont pour la plupart des jeunes filles âgées de 15 à 17 ans, scolarisées ou non à participer à cette célébration en différé de la Journée internationale de la fille, organisée par UNICEF, avec le soutien de l'ambassade des Pays-Bas et celle du Canada. Cette célébration sanctionnée par une caravane et bien d'autres activités vient en appui aux nombreuses initiatives du ministère des Affaires sociales et de la microfinance dans la protection et la promotion des droits des filles. Cette caravane dénommée Wendia Gabi, Wendia pour dire fille, Gabi pour dire force, a été organisée en appui au ministère des Affaires sociales et de la microfinance avec le soutien de l'ambassade des Pays-Bas et l'ambassade du Canada pour surtout promouvoir les droits des filles. Et dans le cadre de cette caravane, nous avons des ateliers créatifs pour permettre aux filles de s'exprimer. Nous avons des ateliers éducatifs qui permettent de renforcer leur capacité d'autoprotection, leur capacité de participation et des focus group pour aborder des thèmes un peu plus spécifiques et discuter avec elles de façon un peu plus approfondie pour comprendre leur contexte, leurs besoins et avoir également leur participation quant aux améliorations qu'on pourrait apporter. Et pour finir, la caravane va se dérouler dans la ville pour pouvoir sensibiliser la communauté sur la nécessité de respecter le droit des filles. Partenaire stratégique de l'Organisation internationale dans la concrétisation de ces projets phares,
You Report Bénin a apporté son appui dans la sensibilisation des filles sur leurs droits et la nécessité de les faire respecter. Grâce aux différents ateliers animés, avec des thématiques relatives à l'objectif de cette journée, les participants sont désormais mieux imprégnés des mécanismes de dénonciation d'abus dont elles sont souvent victimes. Nous sommes là pour militer en faveur des droits des filles et tout ce qui concerne la gente féminine. Nous nous engageons pour favoriser un changement positif dans notre communauté. Et nos piliers, c'est d'abord s'informer, dont nous nous informons à travers des formations, des causeries, des débats. Moi, j'ai retenu que si les droits des filles sont violés dans une société, nous pouvons faire recours à un numéro qui, par eux, peut lutter contre ça. J'ai appris beaucoup de choses. Le matin à 10h, quand nous avons commencé, on nous a appris à dessiner. J'ai appris que si j'ai été victime d'une maltraitance, je dois appeler le numéro 138 pour les informer de la situation. Après Porte-Nouveau, Boyko et Parakou ce mercredi, ce sont les communes de Djougou et Natitengu qui vont accueillir cette caravane au cours de laquelle plusieurs filles dont la tranche d'âge est située entre 15 et 17 ans sont attendues pour renforcer leurs capacités dans la protection de leurs droits. Justement, dans les différents points d'étape de cette caravane Wendy Agabi, il y a celui de Boyko que nous allons suivre en détail avec Imet Hélène Amoussou. Partie de Porto Novo, la caravane était ce lundi à Boyko. Prévue pour sillonner plusieurs villes, elle vise à promouvoir les droits des filles. C'est une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF ainsi que d'autres partenaires. L'objectif principal est déjà d'écouter les filles, de les engager vraiment à connaître plus par rapport à leurs propres droits et à investir dans leur leadership et dans leur bien-être. Dénommé Wendy Agabi, l'idée s'inscrit dans la droite ligne de la célébration de la Journée internationale de la fille. À chaque étape de la caravane, il est organisé diverses autres activités, dont des ateliers éducatifs et culturels, des discussions de groupe et des séances de sensibilisation. De quoi encourager la participation active des filles et des adolescentes qui ont d'ailleurs été massivement mobilisées pour la circonstance. J'ai participé à la caravane Wendy Agabi, qui a été animée par plusieurs personnes qui nous ont enseigné sur beaucoup de choses, comme comment s'exprimer en public, l'indépendance financière de la femme. Pourquoi c'est essentiel? J'ai également retenu bon nombre de choses. Pourquoi nous devons contacter les centres sociaux en cas de besoin et ce qu'ils peuvent nous faire si nous plaignons et comment nous joindre à eux. Ils nous ont appris tout ça, par exemple les numéros et pourquoi ils nous aident quoi. On a d'abord rappelé les droits des filles. On leur a rappelé aussi comment faire pour dénoncer les cas de violation des droits des filles dans la communauté. Nous avons constaté que cette thématique, il y a de ces filles, élèves comme nos scolaires, qui ne sont pas en contact de cette thématique. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances sur cette thématique. Placée sous le thème « Investir dans les droits des filles, leur leadership et bien-être », la célébration va durer une semaine. De Boyko, la caravane sera également à Parakou, Djougou puis Natitengu. Les manifestations seront clôturées par un grand concert. Et on va finir avec cette information en titre. La ville historique d'Ouida abrite depuis hier et ce jusqu'au 22 octobre prochain la deuxième édition du festival dénommé Scène internationale des arts. C'est une rencontre culturelle initiée par le Centre culturel de rencontres internationales. On va suivre ici Teddy Goudalo qui nous donne les précisions sur le déroulement des différentes activités. Sur scène, la troupe de danse Super Ange Wendonaboua. Cette prestation artistique ouvre le bal des activités du festival dénommé Scène internationale des arts, SINAR 2023. Un rendez-vous de danse et de théâtre qui met en évidence les richesses culturelles du Bénin et d'ailleurs. Plusieurs pays sont représentés. Il y a le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, la France et la Martinique. Les objectifs de ce festival sont multiples. Il s'agit d'approfondir la coopération culturelle entre pays francophones afin de rapprocher les institutions
les artistes, les habitants et de briser les barrières culturelles. Du 18 au 22 octobre, Ouidah sera le théâtre d'une explosion artistique sans précédent, où les frontières entre les disciplines artistiques seront transcendées pour offrir des spectacles grandioses et des expériences uniques. Cette initiative du Centre culturel de rencontre internationale John Smith de Ouidah vise également son positionnement comme une plaque tournante de la diffusion du spectacle contemporain en Afrique francophone. La coopération suisse a toujours tenu compte de la culture dans son travail, ici et ailleurs, et a une longue tradition de soutien aux expressions culturelles, en particulier sous leur forme d'art artistique. En soutenant cet événement, nous valorisons l'art sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de la danse, du théâtre, de la littérature. C'est d'ailleurs le leitmotiv du gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, dont le programme d'action porte la valorisation de l'art, de la culture et de l'artisanat. Le festival Siernart, bien plus qu'un simple événement culturel, est une célébration de l'innovation, de la diversité et des échanges. Au cours de ces 5 jours, nous assisterons naturellement à des performances artistiques époustouflantes, à des conférences inspirantes et à des ateliers captivants. Je voudrais une fois exprimer ma gratitude aux organisateurs, aux artistes et à tous ceux qui ont contribué à faire de ce festival une réalité. La cérémonie d'ouverture est faite de démonstrations des ingrédients. Un tableau qui a tout simplement fasciné le public. Merci d'avoir suivi ce 19h30 qui est à son terme. Merci de rester également en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.